Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous parlons d'itinérance. Quoi qu'on en pense, ce n'est plus qu'une réalité montréalaise. Avec nos invités ce soir, on tente d'en faire le portrait de l'itinérance à Terrebonne. Restez avec nous, car ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. L'itinérance. L'itinérance, avec les années, s'est remodelée, a changé de visage. L'inflation, le coût des logements, le filet social qui s'effrite. Bref, beaucoup de choses ont influencé, ont modifié le visage de l'itinérance. Et avec nos invités ce soir, on va essayer de parler de ça. Je reçois M. Bobby Harpin. Vous êtes chef d'équipe à la Hutte Maison d'hébergement d'urgence. Oui. Et Mme Elissa Belnavis, vous êtes policière au sein de l'équipe du Centre de concertation et d'intervention de proximité pour le service de police de la ville de Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas totalement faux quand je dis qu'avec les années, le visage s'est beaucoup modifié. Monsieur Harpin, qu'avez-vous remarqué ces dernières années quant aux personnes en situation d'itinérance, l'itinérance globalement? Je pense que c'est véridique de dire que le portrait, le visage de l'itinérance, il change. Pour comprendre, je suis dans le milieu de l'itinérance en 2020, le 27 janvier. Puis, dans un contexte où on a eu la pandémie, ouais. Il y a eu beaucoup de changements où, en fait, je pense que dans un vecteur de ville, dans une société où toute la société a été en changement, ça a eu un impact direct sur l'itinérance. Une des choses qu'on peut nommer, puis je pense que c'est quelque chose que le citoyen peut vraiment observer, parce que je trouvais que c'était bien nommé, c'est plus nécessairement à Montréal. On va parler d'itinérance visible face à l'itinérance cachée. Ce qu'on peut dire, c'est avant le contexte pandémique, l'itinérance, il y a toujours eu deux portraits, ceux qu'on voit, ceux qu'on est capable de reconnaître, puis l'itinérance qui est considérée cachée, qui est un autre vecteur qui reste de la précarité. Mm-hmm. Ce qu'on a vu vraiment de façon majoritaire, c'est de l'itinérance qu'on considérait cachée, qui est devenue de plus en plus visible. Il y avait de l'inaccessibilité, là, surtout en 2020-2021, où tout se fermait un peu. Donc, pour nos personnes en situation d'itinérance, c'est devenu de plus en plus difficile dans des contextes sociaux qui étaient des recommandations, d'ailleurs, là, où on ne peut pas avoir de voisins, on ne peut pas aller être chez des amis, on ne peut pas être chez des parents, il faut loger dans son domicile. Puis de l'itinérance caché, c'est un peu ça. C'est des personnes du commun, c'est vous et moi, c'est des citoyens de tous les jours qui, pour ne pas vivre à la rue, allaient chez un ami, chez un parent. De divan en divan. De divan en divan. Ça, on a vu ça, ce changement-là. C'était difficile d'accéder à ça parce que, on ne voulait pas, pour ces personnes-là, tu ne veux pas porter préjudice à la personne qui va t'héberger temporairement ou sur le long terme. Donc, tranquillement, on a vu ça, on a vu un peu ce phénomène-là changer, plus se rapprocher des banlieues. On a vu l'apparition des campements. Qui est apparu. Oui, on va en parler, Elissa, on va en parler tantôt, les campements. Les campements, Ça va bien à certains endroits, mais moins bien à d'autres endroits. J'avoue, là. Tu sais, une des constatations, c'est une constatation qui fait du sens un peu avec le phénomène de société dans lequel on est en 2025 maintenant, c'est le vieillissement de la population. Ça peut paraître des petits chiffres, mais on voit cette augmentation-là de nos personnes aînées les plus âgées En situation de vulnérabilité. Oui. Tu sais, des gens qui sont
habituellement qui sont habitués là, dans un contexte où il y avait un logement qui était abordable avec des services alentours, le prix des logements avec cette hausse là, de prix des logements fait en sorte que nos personnes plus âgées aussi sont de plus en plus en mode précarité ou vont fréquenter des services d'hébergement ou des services de soutien d'aide dépendant de leurs besoins. Mais on voit ça, il y a juste l'accès au logement, il y a un taux d'inoccupation majeur dans l'ensemble, beaucoup de nos villes sur notre territoire qui démontrent que, justement, c'est difficile de se loger. Les prix sont élevés. Ça a de l'impact. Moi, ce que j'observe dans ma maison d'hébergement, on voit un peu le système d'âge qui bouge un peu, mais ma clientèle, ma population plus jeune ainsi que ma population plus âgée, c'est des chiffres qui augmentent, puis on les voit augmenter d'année en année. C'est des choses, c'est des portraits qu'on... Ce que tu remarques. Oui, puis c'est des choses qu'on remarquait un peu moins avant. Élisa, ce que tu peux... Là, tu fais partie d'une équipe de 2. Oui, exactement. Dis-nous un peu, c'est quoi, pardon, CCIP? En fait, c'est le Centre de concertation et d'intervention de proximité. C'est un projet qui a vu le jour il y a presque 2 ans, fin mars 2023. OK. Lorsqu'on a débuté le projet, là, on l'a débuté de zéro. On avait eu les lignes directrices là, concernant qu'est-ce que le projet devait consister, c'est-à-dire de créer des liens significatifs au niveau des clientèles vulnérables. Parce que ce soir, on parle d'itinérance, Oui. mais votre équipe agit sur toutes les situations de vulnérabilité, dont l'itinérance. Exactement. Bobby a parlé tantôt, on a vu l'apparition depuis ces dernières années de campements. Ce qu'on ne voyait pas il y a 5, 6, 7, 8 ans, du moins pas ici. Ça, vous avez vu ça arriver. Oui, bien, il y a la présence de campements à Terrebonne, la présence de personnes qui vivent en tente, la présence de personnes également qui vivent dans leur véhicule. On peut... il y en a à toutes les saisons nécessairement. Là. Il y en a autant à l'été que présentement en hiver qui sont installés à quelques endroits, des fois, parfois plus retirés, des endroits qui sont peut-être plus visibles pour les citoyens. Et ça, c'est ça, habiter dans une tente, habiter dans une automobile, on voyait beaucoup moins ça avant. Parlons des services. Tout d'abord, parlez-nous de la hutte, maison d'hébergement d'urgence. Ouais. C'est à Terrebonne. Quels sont vos services? Quelle est la mission? Mission de la hutte, c'est d'offrir un service d'hébergement tout en réaffiliant les personnes en société. Je vous le fais globalement. Donc, notre mission principale, c'est, outre mon service d'hébergement, c'est d'accompagner les personnes qui vivent une situation de précarité à reprendre un contrôle sur leur vie, à redevenir des acteurs fonctionnels dans la société. Une de nos particularités, c'est qu'on le fait en concordance avec les services alentour de nous aussi, puis c'est sur une base volontaire. Donc, le service de base, c'est de l'hébergement. Il n'y a plus de délai de temps dans notre hébergement parce que, justement, la situation a tellement évolué. On ne veut plus qualifier ça en nombre de temps, on veut vraiment qualifier ça en mobilisation, le plus petit pas possible. Donc, c'est environ une 50aine de places. C'est plusieurs services. J'ai un service d'urgence, le plus urgence possible en hiver. Donc, Évidemment. Oui, du 1er novembre au 31 mars. On a un service d'halte chaleur de nuit. OK. Donc, environ vers 11 h le soir jusqu'à 7 h le matin. Okay. Les gens peuvent venir directement chez nous sans appeler. Ils se présentent, ils ont accès à l'ensemble de nos installations possibles. Donc, une grande cuisine, nourriture à volonté, service de douche, service de lavage, avec aussi service d'accompagnement. J'ai des intervenants 24 heures sur 24. J'ai un service de dortoir. Tout petit dortoir où les gens, sur une urgence, soit que connaissent pas nos services, veulent arriver chez nous, donc passent par mon dortoir, on peut dire. OK, un genre de... Oui. Une zone tampon pour une zone, oui. respirer. On a modifié un peu cette séquence-là pour l'amener. Les gens peuvent arriver à partir de 16 heures. On veut qu'ils mangent avec nous. En fait, l'objectif de notre dortoir, c'est un peu la porte de sortie vers l'itinérance. Notre grand objectif, c'est
c'est qu'ils se sentent bien dans cette maison-là. C'est une grande maison. C'est vraiment c'est une gigantesque maison. Il y a beaucoup de gens qui y circulent. Le dortoir, ça te permet de venir manger au chaud, de boire un café, de socialiser, de jaser avec plein de gens, de voir que tu n'es pas nécessairement tout seul dans ce que tu vis. C'est un peu aussi pour briser des tabous. Certaines personnes se font une idée un peu préconçue de ce que c'est l'itinérance. Donc, le dortoir sert à briser ça. Une fois, il faut comprendre que ma maison, elle est pratiquement complètement complète tout le temps. Et que c'est ça un phénomène qu'on voit souvent. Ça, c'est un problème parce que si vous êtes plein, c'est... Il y a un besoin. Il y a un besoin. Vos interventions, vous dites vers les gens. Exactement, une intervention. À quoi ça ressemble en itinérance? Bien, en fait, on essaie d'avoir une intervention de proximité, en intersubjectivité, dans le sens où on va vers eux, on essaie d'avoir un lien en faisant des présences, en allant les visiter directement à leur campement. On fait ça toutes les semaines. Vous allez les visiter au campement toutes les semaines? Exactement. Avoir une approche orientée vers l'écoute, de prendre la personne où est-ce qu'elle est dans le moment présent, essayer de créer un lien significatif avec ceux-ci. En fait, là, comment ça se passe concrètement quand on va faire nos visites de campement, c'est qu'on se présente, on explique que ça sera mon partenaire ou moi qui va se présenter, ou nous deux, que nous, on peut facilement nous reconnaître via notre brassard, où est-ce que c'est inscrit, CCIP. Comme quoi que, oui, on donne leur juste, on essaie d'être transparent avec eux, on essaie d'être authentique. Parfois, lorsqu'on va les visiter, en fait, pour créer le lien, on leur demande que leur prénom. On veut vraiment se concentrer sur la personne qui est devant nous. Okay. S'ils ne veulent pas nous donner leur prénom, il n'y a pas de problème. Là. Ça viendra plus tard. Là. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment s'en tenir à la personne qui est devant nous. Quand on va, parfois, on va juste les saluer. Parfois, on va jaser de tout et de rien. Parfois, oui, il va falloir qu'on les avertisse parce qu'il y a des plaintes qui ont été signalées. Fait on essaie de leur expliquer comme quoi qu'on veut travailler plus en prévention et non en répression. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que je présume que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les villes. On en a parlé un peu avant l'émission. C'est le choix de Terrebonne. Ils voient les policiers arriver la première fois. Comment ça se passe? Bien, en fait, on essaie d'y aller vraiment de façon humaine, humaniste. Là. On salue la personne. Bonjour. Mon nom, je me présente. Je suis Elisa. Je fais partie du CCIP. Nous, on a une équipe qui fait la visite des campements, qui vient vérifier à savoir est-ce que ça va, est-ce que tu aurais besoin d'un service. Nous, on a accès à un téléphone, à un cellulaire. Fait que si jamais, toi, tu n'as plus de charge sur ton téléphone, on peut te prêter le nôtre. Si jamais tu ne connais pas les services ici à Terrebonne parce que tu viens d'arriver... Vous pouvez faire quelques références. Exactement. Puisque on est en lien aussi avec les différents partenaires du milieu. Fait qu'à ce moment-là, on peut vraiment directement leur offrir les services, faire le pont, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais c'est sûr que ça doit être dans notre mandat là, aussi. Là. On y va dans les limites de notre mandat. Mais c'est sûr que c'est établi avec eux, là, dans le sens que nous, on va s'occuper plus d'être là en présence. Que oui, ça se peut qu'il y a des fois où on n'aura pas le choix de venir vous avertir parce que vous avez fait trop de bruit, parce qu'il y a eu du vandalisme ou quoi que ce soit. Mais en tant que tel, c'est qu'on veut qu'il y ait un lien significatif qui se crée pour qu'on reste un repère comme pour eux, comme si jamais il y a quoi que ce soit qui peuvent compter sur nous. Vous pouvez être là pour eux. Exactement. Puis veux pas... comment je pourrais dire, il y a des gens que je suis depuis le début du projet. Il y a des gens que je suis depuis le début du projet. Et ça crée une grande confiance. Exactement. Si vous permettez, on va faire une pause, le temps de s'identifier, et on se revoit tout de suite après.
De retour avec vous, vous avez vu nos identifications. Ne vous empêchez jamais de nous écrire, de commenter ce qu'on fait. On va le recevoir à bras ouverts. Alors, on disait les interventions en campement, créer un lien de confiance. Je pense que c'est important dans votre travail et même chez les personnes. Qu'est-ce qu'ils vous le disent de leur vie? Est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils sont là? Bien, en fait, il y a certaines personnes qui vont nous confier leur parcours de vie. Ils vont s'ouvrir. Il y a d'autres personnes qu'il n'y aura pas nécessairement de confidence concernant le pourquoi, du comment ils sont arrivés à cette situation-là. Puis nous, on n'y va pas non plus dans cette interrogation-là. Fait que parfois, on discute de tout et de rien. Parfois, on discute de c'est quoi leur plan, comment ils envisagent, mettons, dernièrement, veut pas, comment ils envisagent les grands froids qu'il y a eu, mettons, la semaine passée. Il y a une visite qui a été organisée pour qu'on puisse aller en prévention. J'arrivais à ça, justement. Parfois aussi, il y en a certains qui me demandent des questions comme... Dernièrement, il y a une personne qui m'a demandé comment je pourrais faire pour régler mes constats d'infraction. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai créé des liens aussi avec d'autres personnes à la ville, mettons, au niveau du greffe. Ce qu'on fait, c'est qu'avec le consentement de la personne, on fait les démarches pour que cette personne-là puisse faire des travaux compensatoires. Fait que nécessairement, la personne n'a pas accès à une imprimante. Fait que je peux faire imprimer les documents au poste, je viens lui faire signer, je l'accompagne lors de l'appel, lorsqu'il faut qu'il fasse appel au centre où est-ce que ces heures vont être données. Fait que c'est vraiment de l'accompagnement étape par étape. Ça, c'est un des objectifs. Un des objectifs. Vous, à la maison, il y a certainement des discussions. Pourquoi les gens sont arrivés là? Quels mots, M-A-U-X, les ont amenés à être en situation de précarité? C'est une excellente question. Il faut comprendre qu'en itinérance, il y a 3 catégories. Il y a une définition qui s'est donnée où on va dire qu'il y a de l'itinérance situationnelle, chronique et épisodique. Fait que dans nos discussions, ce qu'on entend souvent quand on interagit avec une personne qui va être dans la catégorie situationnelle, donc la définition nous dit c'est de 0 à 60 jours en précarité, donc à la rue, sans toit fixe. Souvent, c'est une rupture sociale. Puis là, la rupture sociale, elle peut être bien des choses. On peut parler d'une rupture de couple, une perte d'emploi, une reprise de logement, bris de confiance avec le lien familial. On voit beaucoup ça. Quand on travaille avec nos épisodiques, c'est un peu touché travailler avec l'épisodique parce qu'il faut cerner un peu l'épisode. Donc, ça peut être une personne qui, pendant 10 ans, ça fonctionnait bien. Mon directeur a une belle analogie. On parle beaucoup. On peut la comparer avec la bipolarité. Donc, un épisodique, il y a une bonne phase, puis il y aura un moment donné où ça va lâcher. Ça va lâcher. C'est un cas fictif. Si je rencontre un bipolaire qui se sent moins bien, qui a arrêté sa médication, souvent le commentaire qu'on peut entendre, c'est « je me sens drabe, je me sens gris, je perds un peu mes repères ». Donc, cette forme de « high-là », de se dire « je vis si je ne suis pas médicamenté », c'est un épisode. Donc, on travaille avec l'épisode. Puis nos chroniques, la définition nous dit c'est plus de 160 jours à la rue. C'est nos plus hypothéqués, on peut dire. C'est des gens avec qui, justement, il faut prendre le temps. Leur histoire peut être vraiment grande. Ça peut partir d'un rien. Puis ils se sont maintenus dans un profil où ils ont dû rester à la rue pendant un temps. Ils ont perdu certaines de leurs habiletés sociales. Un peu les conventions qu'on a en société. Donc, il faut prendre le temps, il faut valider avec eux, avec ces personnes-là, de savoir comment tu vois ça, ce retour en société-là, qu'est-ce qui te reste à apprendre, qu'est-ce que tu veux réapprendre de nous. Puis j'aime beaucoup, il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué, ça a été une des thématiques de nos nuits des sans-abri. Puis moi, quand je suis arrivé, c'était une autre phrase, c'était « l'itinérance n'a pas de visage ». Puis là, maintenant, c'est l'itinérance au sans-visage, parce qu'il y a peu d'histoire qui est commune. Il y a beaucoup de préjugés qu'on voyait en itinérance qui n'est pas vraiment le portrait de ce qu'on voit vraiment en itinérance. C'est tellement large, ça comprend tellement de gens. Personne n'est réellement à l'abri.
C'est l'une des l'itinérance. phrases des Nuits du sans-abri. Oui. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Je le sais en tant que policier, vous l'avez un peu dit tantôt, vous, c'est... vous voulez vous faire voir, savoir que vous êtes là. Évidemment, vous n'avez pas de formation psychosociale et ce n'est pas votre rôle, mais j'imagine, il y a des rencontres, vous m'avez dit, il y a des rencontres entre les services pour aller à un niveau même un peu plus élevé pour comprendre, expliquez-moi qu'est-ce que vous faites dans ces rencontres-là. Bien, à Terrebonne, depuis cet été, on pourrait dire, oui, à peu près cet été, il y a Parce que vous travaillez ensemble, hein? Oui, on travaille ensemble. Régulièrement. Alors, c'est... Régulièrement. Mais en fait, c'est ça, il y a eu la création du comité opérationnel d'itinérance Terrebonne. C'est vraiment un comité terrain, c'est-à-dire qu'il y a les différents Puis c'est impliqué, partenaires. oui, c'est ça. Bien, avec L'équipe CCIP, exactement. des organismes comme la HUT. Oui. Oui, avec le consentement de tous, je peux les nommer. Il y a la présence de Café de rue, l'Ignatox, le Café de CIS, rue, le Café de rue solidaire. Solidaire. Café de rue solidaire, oui. J'ai dit Ignatox. Ensuite de ça, il y a aussi... travail de rue. Travail le de trajet. rue, le trajet. Il y a aussi... Est-ce une grande équipe? Travailleurs de milieu de Oui. la hutte, parce que Oui, ça aussi, on a un c'est quelque programme chose... Outreach. Oui, exactement, OK. travailleurs de milieu de la hutte. Et il y a aussi ESIL, en fait, l'équipe spécialisée en itinérance lanaudière du CIS. OK. Et puis, il y a la ville également aussi. C'est un comité de décision, de surveillance, de Oui, concertation? c'est ça. Bien, on se réunit aux 2 ou à 3 semaines. Oh, quand même. En fait, on discute des enjeux terrain concernant OK. l'itinérance. Et puis, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on essaie quand même de travailler ensemble pour avoir un certain langage commun, essayer de voir les nouvelles pratiques qu'on pourrait mettre ensemble. Malgré du fait qu'on vient de différents milieux, on n'a pas nécessairement tous les mêmes mandats, les mêmes missions. C'est vrai. Mais je pense que c'est ce qui fait un travail Intersection, oui. Intersectorialité. Oui, exactement, c'est ça. On va l'écrire. C'est qu'on peut mettre ensemble à Plusieurs profit. secteurs, Exact. plusieurs... c'est un beau comité, ça. Oui. Oui. Dites-moi, sur quels enjeux en fait, la question que je vais y aller plus précisément, c'est quels sont les défis des personnes en situation d'itinérance à Terrebonne? Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Parce que c'est pas Montréal. On n'est pas loin, mais c'est une réalité différente. Quels sont leurs enjeux? Ce qu'on peut observer dans certains enjeux, tu sais, je vais revenir avec la crise du logement. Évidemment, ça fait Ça prend une grande place, évidemment. Hein? Ça prend de l'espace, ça prend beaucoup d'espace. Tu sais, moi, ma maison, outre... j'ai plusieurs formes dans mon hébergement. On travaille, on est capable de modifier nos services en équipe, tous ensemble, pour amener à répondre à un besoin qui est criant, mais une des choses qu'on peut observer, c'est un peu ça. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'ils ont aussi besoin d'une forme de reconnaissance, puis Lisa le nomme bien, l'intervention commence par un prénom, commence par avoir confiance en ce que la personne nous dit. Tu sais, moi, j'ai un souvenir marquant d'une personne je l'ai connu pendant ma période d'intervenant. Quand je suis tombé chef de service, je me représente, puis je le reconnais, puis je dis bonjour, je l'appelle par son prénom, puis ça a été un moment où il a été choqué juste d'être reconnu. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont dans l'invisible. Hein? Il y a une forme d'isolement. Hein? Il y a une forme d'isolement qu'évidemment, en COVID, on a vu de façon massive. Où allons-nous? Des fois, il y a des enjeux de transport. Comment on va faire pour se rendre d'un point A à un point B? Je trouve qu'il y a beaucoup
de services sur notre territoire qui peuvent les aider là, dans leur cheminement, que ce soit des services en dépendance, que ce soit des services en alimentation, on parle de banques alimentaires, que ce soit des services juste de briser l'isolement. Là, il y a le Café de rue qui brise, qui est leur mandat, c'est de briser l'isolement chez les jeunes 18-30 ans. Ils acceptent, ils vont même plus loin dans leur mandat. C'est tous des besoins là, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre. Évidemment, il y a le besoin du logement. Ça, c'est le besoin le plus criant. C'est ce qu'ils nous disent le plus. C'est « je veux être en logement », mais bien avant ça, je veux retourner à l'emploi. Je veux comprendre c'est quoi. Moi, je veux devenir une personne? Je veux viscéralement, j'ai quelqu'un en tête, puis moi, je le trouve magnifique, cette personne-là. J'adore avoir ces interactions-là parce que ce que cette personne-là me ramène souvent, c'est moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de le faire, le 40 heures semaine, j'ai envie d'être fonctionnel dans cette société-là, j'ai envie de m'en sortir. Puis souvent, je sais juste pas par quel bout de commencer. Je sais pas. Pour moi, je suis au bout du chemin. Il y a la pyramide de Maslow qu'on utilise. Ouais. Je dois combler mes besoins de base avant de pouvoir m'épanouir. Puis c'est un peu ça qu'on voit, ils ont besoin de combler certains besoins de base. Ils ont besoin de voir, on a besoin de partenaires en emploi. Puis ce que j'aime beaucoup de la Ville de Terrebonne, c'est qu'il y en a. On a des partenaires à l'employabilité. On est capable, il y a cette forme d'autonomie-là d'aller se trouver de la nourriture. Il y a ma maison qui en offre, mais il y a plein d'autres choses qui fait qu'on est capable tranquillement de s'en sortir, mais ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la reconnaissance. Je vous remercie tous les deux. C'est une super initiative. J'aime beaucoup quand plusieurs secteurs s'associent pour faire avancer les choses. Je sais qu'on ne réglera rien. Il y a un coût du logement, ça ne changera pas. Je ne pense pas que ça va baisser. Je sais qu'il y a plusieurs services. Ce que je peux dire aux gens, il y en a un qu'on connaît plus ou moins. Quand vous allez chercher un café, dans un café, demandez à la caissière, à la serveuse, au serveur, est-ce qu'il y a du café en attente ici? Et si c'est le cas, payez un café en attente. Ce qui va se passer, c'est que vous allez payer le café. Il va y avoir une petite facture sur un tableau. Et ce café-là, dites-vous que ça va servir à une personne qui va en avoir besoin ce matin-là, sans argent, puis il n'y aura jamais de question qui s'est posée. Ça se fait à Terrebonne. Je le fais très souvent. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie l'équipe en studio, à la recherche, en régie. Ils me rendent tellement intelligent. Et vous, je vous aime. On se revoit dans une semaine. Bye-bye.